Je sens la vieille. Telle est la première pensée qui assaille la conscience de Clotilde à son réveil. Je sens la vieille. Son odorat est revenu. 10 ans qu'elle ne sentait quasiment plus rien. Une sinusite mal soignée. Elle hume l'air. Mise à part son odeur corporelle, un relent suret, joyeuseté de la ménopause qui la fait transpirer la nuit comme un cheval de trait, elle distingue plusieurs senteurs qu'elle ne reconnaît pas. Elle ouvre les yeux, observe la pièce où elle se trouve. Fichtre de bigre, que diable fais-je en cet endroit se demande-t-elle. Elle se souvient de sa journée de la veille. Elle est allée cueillir des simples pour ses décoctions. Il lui manquait de la berce. Son vin de berce, apprécié comme aphrodisiaque, partait vite. Qu'est-ce que je fais ici cherche-t-elle à comprendre en observant la chambre. Si la plupart des éléments du mobilier lui sont familiers, d'autres lui apparaissent totalement inédits, modernes, révolutionnaires, futuristes. La mémoire lui revient. La dernière image est celle de son agresseur. La bouche contractée, crispée par un rictus, les yeux fous de colère sourde et de ressentiment, le couteau, la tache de sang qui éclot sur la chemise de nuit de popeline, et sa dernière pensée de chagrin à l'idée du gâchis sur le vêtement quasi neuf. Quelle idée futile, se dit-elle avec le recul, avant de s'interroger. C'est donc cela la mort ? Voyager dans le temps et se retrouver dans un autre corps. Cocasse. Un bruit la fait sursauter. Une jeune fille déboule dans la pièce et la presse sans embâge. « Man, faut absolument que tu m'aides. Je dois choisir un sujet personnel pour mon TFE en histoire. Je dois déjà rendre un projet pour mercredi. » Plaît-il ? Clotilde réagit instinctivement tandis que ses méninges s'agitent pour tenter de comprendre la situation. Elle observe la lanière sur l'épaule droite de la jeune fille, supportant une espèce de cartable mou, et suppose que la demoiselle rentre des cours. « Man, arrête de faire l'idiote, c'est sérieux !» exhorte la jeune fille, habituée aux pitreries de sa mère. « Et désolée si je t'ai réveillé de ta sieste », ajoute-t-elle, prenant soudain conscience de la brusquerie de son entrée en matière. « Cesse de faire l'idiote », répète mentalement Clotilde sidérée. C'est ainsi qu'elle parle à sa mère, la jouvencelle. « Au tempora, au mores », pense la béguine, les lèvres pincées, tandis que son interlocutrice poursuit, irritée. « Mon TFE, mon travail de fin d'études. Comme je suis en section histoire, c'est dans cette matière que je dois le faire. Et je dois choisir un sujet qui me concerne. Quelque chose qui soit arrivé personnellement à un membre de ma famille, que mon grand-père ou ma grand-mère ait connu, genre. Oui, ma chère enfant. Clotilde a parlé tout en pensant gagner du temps. Qu'est-ce que je suis censée répondre? Moi, il n'y a personne aux commandes dans ce corps. Le cerveau dort ou quoi? Elle improvise. Il faudrait que je réfléchisse. Non, mais moi, je n'ai absolument pas envie d'écrire sur un sujet personnel, c'est trop intime, ça m'énerve. Pourquoi est-ce que ça doit être personnel? Le couvent des pauvres clercs? Quoi? Clotilde a eu la même réaction en pensée, soulagée de constater que la propriétaire du corps qu'elle parasite a enfin fini son somme. Elle en profite pour observer la jeune personne debout à son chevet. Hélène est grande, mince, porte les cheveux mi-longs dont les pointes présentent des reflets de rose et d'acier. Clotilde n'a toutefois pas le loisir de s'attarder sur la teinte singulière de cette chevelure, car Marion la mère explique son raisonnement. Tu pourrais écrire sur l'ancien couvent des pauvres clercs, dire que tu y habites. C'était un couvent ici? Demande Hélène, l'incrédulité perçant dans la voix. Bah oui, tu ne savais pas, dit Marion étonnée. Si, vaguement, maintenant que tu le dis, mais je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça. Oh, même parmi les Bruxellois, peu de gens savent encore actuellement qu'il n'y avait pas que les riches clercs. Tu connais la bibliothèque des riches clercs, non? Oui, oui. Eh bien, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. À la base, c'était aussi un couvent, comme ici. Ouais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur ce couvent? J'y connais rien. Tu peux faire des recherches. C'est pas ça le travail d'une historienne, demande Marion, regrettant aussitôt la pointe d'agressivité cynique qu'a trahi sa voix. Ouais, bof, je suis pas sûre de trouver assez d'infos.
C'est pour quand ce travail? C'est étonnant qu'on t'annonce à quelques semaines de la fin de l'année scolaire, commence à formuler Marion énervée, absorbant le stress de sa fille comme une éponge. Comme j'ai été malade pendant plusieurs semaines, l'interrompt Hélène, j'ai le droit de le rendre à la fin du mois d'août. Je peux prêter assistance? Glisse Clotilde dans l'esprit de Marion qui en manque d'avaler de travers. Qu'est-ce que c'est que cette voix dans ma tête? Se demande-t-elle, tentant de réprimer la grimace de surprise que cette apparition mentale a provoquée. Tu peux y ajouter le béguinage, dit-elle à sa fille, tout en se demandant intérieurement si c'est l'intruse qui lui en a suggéré l'idée. Et tu penses que je trouverai assez de renseignements? Au fait, ça servait à quoi au juste un béguinage? Complète Hélène, sans attendre la réponse à sa première question. C'est précisément ce qui serait intéressant de développer. J'étais étonnée d'entendre la même question d'étrangers à qui j'expliquais que j'habitais à 2 pas du béguinage de Bruxelles. Je ne savais pas que c'était une notion peu connue en dehors de la Belgique et des Pays-Bas. Oui, et donc, c'est quoi? S'impatiente Hélène. C'est un ensemble de petites maisons où vivaient des femmes, souvent veuves ou célibataires. Elles étaient pieuses en général, mais sans être de bonnes sœurs pour autant. Tu m'aideras? Je ne sais même pas par où commencer, se plaint l'adolescente, assez allergique à la pression et aux tensions nerveuses qu'exerce le temps sur elle. Peut-être par définir le mot béguinage, propose Marion. Attends, on peut regarder la définition ensemble. Elle effectue une rapide recherche sur son ordi, ouvre le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales et s'écrie moqueuse « Communauté de béguines », oui, ça nous avance beaucoup. Oh, c'est comique. Il existe aussi une expression qui veut dire dévotion outrée et affectée. Elle donne dans le béguinage. Maman, se plaint l'ado agacé. Ok, j'ouvre un autre lien. Il faudrait faire renifler un peu de sauge à cette demoiselle, commente Clotilde. Elle m'a l'air bien agitée. Marion tente d'ignorer la voix qui parasite ses pensées et ajoute. On peut aussi chercher la définition de béguine. Religieuse vivant en communauté sous une règle monastique, mais sans former de vœux perpétuels. Donc c'était des bonnes sœurs finalement, s'interroge Hélène. Oui, apparemment, mais plus proche de la société, je pense. Attends, je lis quelque chose d'intéressant ici. Hélène se tait, attendant patiemment que sa mère ait fini de lire. Celle-ci résume. Elles enseignaient, soignaient les malades, confectionnaient de la dentelle, elles en faisaient même le commerce. L'une d'entre elles, Marie-Thérèse Camion, en avait fait un vrai business. Elle allait jusqu'à exporter les dentelles que faisaient les filles qu'elle hébergeait ou d'autres béguines. Elle hébergeait des filles? Oui, le principe des béguinages, c'était que soit la dame était fortunée et possédait sa propre maison, soit elle était pauvre et était hébergée chez une riche en échange de services. L'idée est que personne n'apporte aucune charge à la communauté. Chaque béguine vit avec ses ressources particulières et puis quand elle décède, sa maison revient à la communauté. À côté de ça, on y place aussi des orphelines ou des jeunes filles qu'on veut tenir à l'œil. La famille paye une somme dès l'entrée ou donne une maison en gage, par exemple. Les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens de le faire, ne s'engagent qu'à lui fournir le pain, le beurre et la bière, parfois aussi la viande. La bière? S'étonne Hélène. Oui, j'imagine qu'à l'époque, il était plus sain de boire de la bière que de consommer l'eau qui ne devait pas toujours être des plus propres. Enfin, je n'en sais rien. Et pour finir la petite histoire, les filles pauvres obtiennent aussi parfois une bourse. Elles reçoivent donc le logement, le chauffage, la nourriture et une somme d'argent. Tu me parles du Moyen-Âge, là? Non, l'histoire du commerce de la dentelle, c'était en 1760, au XVIIIe siècle donc. Marion ferme son ordinateur portable et se lève pour se rendre à la cuisine tout en partageant son point de vue avec sa fille qui la suit. L'idée communément admise, c'est que les béguines étaient des femmes pieuses qui vivaient en communauté mais sans s'engager, sans appartenir à un ordre religieux. Elles restaient ainsi disponibles pour se marier éventuellement plus tard. Mais nous avons eu un jour une discussion avec ton beau-père. Lui est persuadé que les béguines étaient des femmes libérées, que certaines d'entre elles avaient choisi ce mode de vie parce qu'elles voulaient vivre leur sexualité comme elles l'entendaient. Ah bon? Oui.
Il m'avait montré un article d'une revue qu'il achète régulièrement, Histoire et images médiévales. L'auteur y mentionnait des témoignages de Begin mêlant spiritualité, désir et expérience sensible. Expérience sensible, c'est comme ça qu'ils appellent ça, commente Clotilde, sa réaction amusée perçant dans la voix, et attestant que leur relation plus libre avec la sexualité avait provoqué des critiques, poursuit Marion sans tenir compte de l'intervention parasite, allant jusqu'à des accusations d'hérésie et de fornication. « Les Begin » hurle Clotilde furieuse. « Dis, je suis… » Marion n'entend pas la fin de l'intervention mentale, car sa fille a parlé en même temps. « Les Begin » a répliqué Hélène, dont la voix a grimpé dans les aigus sous l'effet de la surprise. « Tu te souviens quand nous sommes allés à Bruges, nous en avons vu une traverser la pelouse entre l'église et les petites maisons. »« Oui, bien sûr que je m'en souviens. Elle avait l'air d'une bonne sœur avec sa robe noire et son voile blanc. »« Oui, je sais bien, » rit Marion. « Elle ressemblait à une nonnette, mais je pense qu'elle n'était pas toute à cette image. Certains groupes de Begin étaient même accusés d'organiser de véritables bacchanales. » « C'est quoi encore, des bacchanales ? J'ai l'impression d'avoir vu ça au cours de latin, ou d'histoire, je sais plus. » C'était des fêtes extravagantes, voire des orgies. Bon, je ne sais pas si tu trouverais ce genre d'infos sur Internet, mais en tout cas, je sais que quand nous avons eu cette discussion avec André, j'ai cherché à savoir si c'était vrai. Et j'avais lu que généralement, quand un nouvel ordre religieux était créé, la période de pieux enthousiasme du début était suivie par un relâchement plus ou moins poussé des mœurs. Du coup, un réformateur ramenait le couvent dans le respect de la règle initiale. Quelle règle ? La règle, avec une majuscule. Attends, viens, on va regarder, dit-elle, invitant implicitement Hélène à la suivre vers son bureau où elle prend place. Voilà, ajoute-t-elle après une brève recherche, l'ensemble des statuts et des préceptes disciplinaires qui définissent la conduite des membres d'un ordre religieux ou d'une congrégation. La règle de Saint-Benoît, c'est de vivre dans le silence, par exemple, explique-t-elle. Celle des carmélites, c'est d'aller pieds nus, de ne jamais s'asseoir. Les carmélites, quel nom rigolo, on dirait des caramels. Oui, répond Marion dans un léger sourire. Elle reprend ses explications. Les carmélites correspondent aux carmes et les clarisses aux franciscains. Les pauvres et les riches clercs étaient justement des clarisses. Tu vois qu'il y aurait moyen de sonder dans plusieurs directions. Tout ça m'a l'air bien compliqué, chiant surtout. Je ne sais pas si ça me tente de faire un travail là-dessus. Je verrai bien. De toute façon, j'ai le week-end pour y réfléchir, réplique-t-elle avant de s'empresser de quitter la pièce, ne partageant visiblement pas l'enthousiasme de sa mère à l'idée de creuser le sujet.